Bienvenue dans ce décryptage. Alors, ces derniers temps, impossible de rater les gros titres, pas vrai? On a beaucoup entendu parler de cette histoire plutôt angoissante impliquant un navire de croisière et un certain hantavirus. Avec tout ce bruit médiatique, c'est super important de prendre une grande inspiration, de faire un pas de côté et de regarder les faits biologiques, très concrètement et sans céder à la panique. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser les données dont on dispose pour comprendre ce qui se passe réellement au niveau scientifique, étape par étape. Zéro sensationnalisme, promis. Première étape de notre analyse, l'épidémie du MV Ondius. Bon, plongeons direct dans le vif du sujet. En mai 2026, au large des îles Canaries, un foyer d'infection inattendu apparaît sur un navire de croisière, le MV Ondius. Les médias du monde entier s'en emparent à la vitesse de l'éclair. Et c'est justement pour ça qu'il faut se raccrocher aux chiffres officiels. Le premier chiffre qu'il faut absolument retenir, c'est le 6. Sur la totalité des passagers et des membres d'équipage présents à bord, il n'y a eu que 6 cas formellement confirmés. 6. C'est vraiment fondamental de garder ce nombre en tête pour bien réaliser l'échelle de la situation. On parle d'un incident de santé publique extrêmement ciblé, pas du tout d'une contagion massive. Cela dit, la gravité de l'infection, elle, est bien réelle. Sur ces 6 malheureux cas confirmés, on déplore quand même 3 décès. C'est un bilan lourd, très lourd. Et c'est d'ailleurs ça qui explique, et qui légitime totalement, l'inquiétude qu'on a pu ressentir au tout début. Avec un taux de mortalité aussi important sur un si petit échantillon, les autorités ne pouvaient pas rester les bras croisés. Il fallait une réaction sanitaire immédiate et massive. Et honnêtement, la réponse ne s'est pas fait attendre. Des évacuations médicales d'urgence vers les hôpitaux des Canaries ont été organisées en un temps record. On compte aussi 5 citoyens français qui ont été rapatriés en toute sécurité. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ont tout de suite lancé des enquêtes épidémiologiques super poussées. Et pour couronner le tout, une quarantaine partielle du navire a été mise en place. En fait, tout le dispositif s'est mis en branle à une vitesse impressionnante. Ça prouve vraiment que la situation est gérée et scrutée de très très près par les plus hautes autorités sanitaires. Du coup, ça nous amène forcément à nous poser une question toute bête. Mais que s'est-il passé concrètement sur ce MV Ondius pour déclencher un tel branle-bas de combat ? Eh bien, pour y répondre, on doit aller un peu plus loin que la rubrique faits divers et regarder le virus lui-même au microscope. Ce qui nous amène à notre deuxième partie. Qu'est-ce que c'est, au juste, que le hantavirus ? Mettons l'actualité sur pause 2 minutes pour revoir nos bases. Le hantavirus, ce n'est pas une espèce de création de laboratoire mystérieux, pas du tout. C'est un virus qui appartient à la famille des Bunyaviridae ou Hantaviridés. Et le mot magique à retenir ici, c'est zoonotique. Ça veut dire que c'est un agent pathogène qui nous vient du monde animal. Son réservoir naturel, son terrain de jeu principal, en fait, ce sont exclusivement les rongeurs sauvages. Les souris, les rats, les campagnols, bref, sans l'implication directe de ces petits rongeurs, le virus ne circule pas. C'est la condition sine qua non. Or, ce qui est vraiment fascinant quand on se penche sur la question, c'est l'immense différence de gravité selon l'endroit du monde où on se trouve. Regardez bien la nuance. D'un côté, on a le syndrome pulmonaire à hantavirus, qu'on trouve surtout sur le continent américain. Lui, il est vraiment redoutable, avec une létalité qui peut grimper entre 30 et 40%. C'est énorme. Mais de l'autre côté, on a la néphropathie épidémique, qui est la forme la plus courante en Europe et en Asie, et celle-là, elle est beaucoup moins sévère. On parle d'un taux de létalité inférieur à 1%. Donc la grande leçon ici, c'est qu'il ne faut absolument pas mettre toutes les souches de hantavirus dans le même panier. Et ça aide grandement à relativiser et à éviter la panique générale. Passons maintenant à notre troisième point, les voies de transmission. Bon, on sait d'où vient le virus, mais comment il fait le saut jusqu'à nous, les humains ? La mécanique est assez surprenante. En fait, l'inhalation d'aérosols, c'est de très loin le mode de transmission le plus fréquent. Ça se passe de manière hyper spécifique. De l'urine ou des selles de rongeurs sèches à l'air libre, ça se transforme en une espèce de poussière microscopique, et bam, on la respire sans s'en rendre compte. Ensuite, il y a d'autres voies, comme se toucher le nez ou la bouche avec des mains contaminées. Ça arrive souvent, mais c'est plutôt facile à éviter. Quant à se faire mordre directement par un rongeur, ça reste quand même super rare. Et puis, il y a la question qui brûle toutes les lèvres. Est-ce que ça se transmet d'humain à humain ? Et c'est précisément là que les données officielles sont extrêmement rassurantes. Je cite, la transmission interhumaine est documentée que pour la souche Andes. Cette souche-là, elle est cantonnée à l'Amérique du Sud. Donc, pour résumer très simplement, pour la quasi-totalité des souches de hantavirus qui circulent dans le monde, le virus est littéralement incapable de passer d'une personne à une autre. C'est une barrière biologique très ferme. Pas de transmission humaine, donc pas de vague de contagion fulgurante à la manière d'une grippe. C'est crucial de bien le comprendre. Abordons à présent la quatrième partie de notre décryptage, les symptômes et les traitements médicaux. Imaginons le pire des scénarios, l'infection est là. Comment ça se déroule ? Eh bien, la chronologie est assez traître. Tout commence par une incubation longue et totalement silencieuse. Ça peut durer de 2 à 4 semaines, sans le moindre petit symptôme. Puis, on entre dans la phase initiale pour 3 à 5 jours. Grosse fièvre, des douleurs musculaires intenses, un peu comme des courbatures, et des soucis gastro-intestinaux.
Le piège, c'est que ça ressemble à s'y méprendre à une bonne grosse grippe. Mais attention, la bascule peut être violente. En l'espace de quelques heures ou de quelques jours, on peut sombrer dans la phase cardio-pulmonaire. Là, c'est œdème pulmonaire, d'énormes difficultés à respirer et un vrai risque de choc. Si on passe le cap, la convalescence sera de toute façon très longue. On parle de semaines, voire de mois pour s'en remettre totalement. Alors, comment la médecine riposte face à une évolution aussi rapide? Il faut le dire d'emblée, on n'a pas de vaccin magique disponible à grande échelle pour le moment. Par contre, les hôpitaux ont un protocole d'urgence extrêmement bien rodé. On peut utiliser un antiviral, la ribavirine, par voie intraveineuse, qui donne des résultats corrects si on s'y prend très très tôt. Mais soyons clairs, ce qui sauve vraiment des vies, ce sont les soins intensifs. C'est le nerf de la guerre. Ça implique très souvent de placer la personne sous respiration artificielle et d'utiliser des vasopresseurs pour maintenir la circulation sanguine et éviter l'état de choc. Tout repose sur l'anticipation. Un transfert ultra rapide en réanimation, c'est ce qui fait toute la différence. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière grande partie, la prévention et le verdict final de l'OMS. Bon, le tableau clinique a l'air intimidant, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme le virus se trouve dans l'environnement, on a des moyens de prévention redoutablement efficaces. Le point crucial, c'est juste d'adopter de bons réflexes, surtout si on se trouve en zone rurale. Premièrement, on coupe les vivres aux rongeurs et on bouche la moindre fissure dans les murs. S'ils ne peuvent pas entrer, le problème est réglé. Deuxièmement, si on doit entrer dans une remise ou un endroit fermé depuis un bout de temps, on aère à fond avant de mettre un pied dedans pour bien disperser les aérosols. Troisièmement, masque N95 et gants obligatoires si on doit faire du nettoyage. Et enfin, en mode camping ou même sur un bateau, on ferme hermétiquement sa nourriture et ses poubelles. C'est la base. Mais s'il y a vraiment une seule chose à mémoriser aujourd'hui, c'est cette fameuse règle d'or. C'est presque ironique, mais le simple fait de vouloir passer un coup de balai peut s'avérer très dangereux. Ne passez jamais, au grand jamais, l'aspirateur ou le balai sur de la poussière sèche dans un endroit qui a pu abriter des rongeurs. Pourquoi? Parce que ça envoie instantanément toutes les particules virales directement dans l'air ambiant. À la place, il faut toujours privilégier un nettoyage humide. Un coup de serpillière, des lingettes mouillées, bref, tout ce qui permet de plaquer la poussière et le virus bien sagement au sol. Quand on met bout à bout ces gestes de prévention super simples et le fait que le virus exige une vraie proximité avec des excréments de rongeurs, la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé prend tout son sens. Sortie en plein mois de mai 2026, au pic de la crise du MV Ondius, leur conclusion est sans appel, ce n'est pas un nouveau Covid. Le risque de pandémie est évalué comme très faible. Voilà qu'elle mérite d'être claire et de remettre l'église au milieu du village. Bien sûr, la perte de vie sur ce navire est une vraie tragédie, c'est indéniable, mais sur le plan scientifique global, ça n'annonce en rien le début d'une pandémie mondiale. Et on va se quitter sur cette réflexion. Quand on voit à quel point la transmission de ce virus dépend en fait de notre façon de gérer notre environnement immédiat, on peut légitimement se poser la question « Comment est-ce qu'on peut, en tant que société, mieux coexister avec la faune sauvage ?» Comprendre les vrais mécanismes scientifiques qui se cachent derrière les gros titres un peu alarmistes, c'est de loin notre meilleure arme. Ça permet de remplacer la panique par des actions réfléchies et super efficaces. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage jusqu'au bout. C'est toujours essentiel de garder son esprit critique et d'analyser les faits à froid. On se dit à très vite pour une prochaine analyse.